Salut Willy. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Willy, tu es sociologue, tu es coordinateur de l'association Coude à Coude. Et si je t'ai invité, c'est parce que tu as publié avec Julie Gervais et Claire Lemercier un ouvrage aux éditions Amsterdam qui s'appelle La haine des fonctionnaires. Alors, c'est pas un ouvrage qui suscite, qui est censé susciter la haine des fonctionnaires, mais tu réponds en fait justement à toute cette acrimonie qui est déversée, notamment de la part des médias, mais aussi dans la bouche de beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes à l'égard des fonctionnaires. Ça passe par énormément de récits d'agents et d'agentes du service public que vous compilez dans votre ouvrage pour répondre précisément à ces insultes qu'ils reçoivent au quotidien, que ce soit à la radio, à la télévision ou parfois sur le terrain. On va revenir sur les différents stéréotypes en fait que vous tentez de déconstruire dans votre livre. Mais d'abord, j'ai une question. Comment est-ce que à l'aune, après la rédaction de ce livre, comment est-ce que tu définirais ce que c'est aujourd'hui, en 2024, un fonctionnaire ? Un fonctionnaire, ou la catégorie fonctionnaire, les fonctionnaires, je dirais, c'est presque rien et c'est presque tout. C'est presque rien parce que fonctionnaire, ça fonctionne comme un mot écran, ou plus exactement comme un anathème dans la bouche des libéraux. Et c'est presque rien parce que c'est une myriade de métiers, en fait. Ce qu'on dit trop peu, mais ce que le livre tente de montrer, c'est que les fonctionnaires sont d'abord des travailleurs populaires. Les fonctionnaires, ce n'est pas le rond de cuir à l'abri au chaud, mais c'est l'égoutier dont l'espérance de vie est 57 ans. Mais c'est des centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières. Des agents d'entretien, 600 000, des secrétaires de mairie, des agents des routes, qu'il vente, qu'il neige ou par tous les temps avec généralement un matériel qui n'est pas qui est obsolète, s'en vont avec des heures d'astreinte. C'est des aides-soignantes, c'est des infirmières, que faut-il dire encore davantage? Ce sont des travailleurs populaires, donc le stéréotype du fonctionnaire n'existe pas, et qui par ailleurs se dévoue pour un salaire extrêmement faible. Donc à la fois c'est presque rien comme catégorie générique, c'est employé surtout pour les rendre transférables vers des statuts privés. Et puis à la fois c'est presque tout, parce que c'est presque un modèle. Le statut général de la fonction publique installe la possibilité, et c'est ce que les libéraux ne supportent pas, installe la possibilité de l'insoumission, de l'indocilité, de règles qui, semblant universelles, peuvent être opposées à l'arbitraire des puissants, au copinage, qui sont souvent des coquinages, des autorités locales, notamment dans la fonction publique territoriale. Alors ça, c'est insupportable, bien sûr, pour tous ceux qui entendent promouvoir une société de la hiérarchie totale où eh bien, on exécute de haut en bas. Les fonctionnaires disent non. Et c'est pourquoi c'est presque tout, parce que c'est un modèle pour le salariat. D'une certaine façon, c'est pourquoi on veut le casser. Et d'après toi, c'est ça qui justifie le fait que, précisément, il n'est pas le même contrat, lorsqu'il y a un contrat qui est fait avec la fonction publique, que ce ne soit pas le même contrat que dans le privé. C'est précisément cette possibilité de dire non. C'est une possibilité d'une puissance infinie que de dire non, que de pouvoir dire non, que de pouvoir faire un peu, parce que les fonctionnaires sont très souvent en heures supplémentaires, faire respecter le droit du travail. Alors que les lois El Khomri et Pénicaud l'ont tant et tant détruit. C'est aujourd'hui, oui, à la fois une chance, non dans la réalité du travail, qui est un travail généralement pénible, mais une chance statutaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs,
à bas bruit, hein, la dernière loi de transformation du service public, il y a 2 ans, de plus en plus permet à des contrats privés, notamment à des postes de manager, de pénétrer à la direction des services publics, parce qu'il y a un tel enjeu pour casser ce statut et c'est tellement compliqué parce que les fonctionnaires quand même ne se laissent pas faire à juste titre, que de façon détournée, à la manière d'une anguille, quoique les anguilles soient des animaux sympathiques, à l'inverse des libéraux, eh bien on tente d'installer le plus possible de contrats privés dans la fonction publique et puis également de précarité. Rentrons dans le vif du sujet. Votre premier chapitre est consacré à la soi-disant fainéantise des fonctionnaires. Alors évidemment, ça résonne avec ce que raconte aujourd'hui notre formidable ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, qui entend s'attaquer notamment à cette fainéantise par le biais de l'augmentation du jour de carence en cas d'arrêt maladie ou d'arrêt de travail des fonctionnaires. Il veut l'aligner sur le privé, donc passer de 1 jour de carence actuellement à 3. Qu'est-ce que tu as à répondre à cette accusation en fainéantise qui est souvent pointée du doigt chez les fonctionnaires? En gros, ils foutent rien derrière un bureau, ils passent leur temps à prendre des vacances, ils ont des arrêts maladie de complaisance, et donc du coup, ça justifierait le fait que une petite cure d'austérité du côté de la fonction publique, réduire le nombre de postes, ça ferait du bien à tout le monde. Parfois, il faut employer les mots qu'il faut. Cette proposition est une obscénité, sous plein d'aspects. D'abord, premièrement, la catégorie même d'absentéisme est extrêmement choquante. Voilà des salariés qui sont malades parce qu'ils nous ont servi, et qui ensuite sont pointés du doigt comme responsables de leur maladie, comme coupables de leur maladie. La catégorie même d'absentéisme est extrêmement choquante. Bon, d'autre part, mais beaucoup l'ont dit et il faut le répéter, les fonctionnaires ont devant eux passant des flux de population beaucoup plus conséquentes que dans le privé, par là même sont exposés à des risques sanitaires bien davantage. Les fonctionnaires, comme on ne recrute plus, si ce n'est en CDD et en précariat, pour faire des tâches de fonction publique, ont un âge moyen plus élevé, 50 ans pour un fonctionnaire sur 3 en 2023, contre une quarantaine d'années pour les salariés du privé, donc fatalement il y a plus d'arrêts maladie, et puis vous avez un nombre considérable de métiers qui sont des métiers pénibles. Une aide-soignante, une infirmière, oui, elle est souvent en arrêt, et en réalité très peu souvent, parce que beaucoup, parmi les fonctionnaires, pouvaient faire autre chose. Et on choisit cette tâche par vocation, presque par mission. Et donc le sens, allez voir les aides-soignantes, les infirmières, le sens du travail d'équipe, et de ce que c'est que faire équipe, les pousse généralement à différer le plus loin possible le moment où ils vont se mettre en arrêt. Bon. Donc cette proposition est ridicule, elle est obscène, elle est en même temps statistiquement, faut le dire, une fake news, parce que on compare l'incomparable. Il faudrait, en toute méthode statistique de base, comparer les ouvriers du public et les ouvriers du privé. Là, peut-être, ça aurait du sens. Alors, si je puis me permettre, c'est une comparaison qui est parfois faite. Alors, par exemple, si je prends le domaine de la santé, moi, mes contradicteurs sur les plateaux me disaient toujours « Ah ben, mais si tu prends, par exemple, les personnels soignants dans des cliniques privées, ils prennent moins de jours d'arrêt maladie que dans la fonction hospitalière. De la même manière, dans les écoles privées, eh bien, les enseignants prennent moins de jours d'arrêt maladie que dans l'école publique. » Comment est-ce qu'on répond à ça? C'est juste et il faut y répondre.
de la manière la plus simple d'ailleurs, qui est facilement compréhensible. Il suffit de faire l'expérience d'un hôpital public et d'une clinique privée. Dans une clinique privée, à l'inverse de l'hôpital public qui a été dépouillé, paupérisé à l'extrême, dans le privé, vous avez des effectifs, donc des équipes, des tailles d'équipes qui sont suffisantes pour traiter l'ensemble des patients. Bien. Dans le public, c'est éreintant, faute d'effectifs, faute de moyens, et puis avec le flux continuel des patients. Donc, les aides-soignantes du privé, quoi qu'il faut voir, parce que dans les EHPAD privés, hein, bon, on a eu maints scandales absolument dégueulasses. Mais dans les cliniques privées, les conditions de travail n'ont rien de commun avec les conditions de travail du public. Donc à partir de là, évidemment, les charges d'effort sont sans commune mesure et au final, et les charges mentales, et au final, les arrêts maladie de même. Pareillement, hein, je vous assure, vous travaillez dans un collège de Stein comme enseignant et vous travaillez à l'école alsacienne, je vous assure, c'est pas le même rythme. C'est pas les mêmes avantages, c'est pas le même volume d'enfants dans les classes. Donc là aussi, il faut comparer le comparable. Autrement, ça n'a pas de sens. Et c'est le b.a.-ba de la méthode statistique. L'autre boussole d'une méthode statistique, c'est de savoir toujours, ce que montrait bien un sociologue Alain Desrosières, que avant de compter, il y a une pré-problématique, pourrait-on dire. Et là, la pré-problématique, cet agglomérat de la catégorie fonctionnaire, c'est qu'a priori, il faut regarder parce que certainement ils travaillent moins, alors qu'en réalité ils travaillent plus. Hein, et donc c'est des feignants, c'est des paresseux, c'est de l'indolence, c'est de etc. Ils travaillent plus. Hein. Il faut savoir que les agents de l'État, bon, et c'est pas la fonction publique hospitalière qui là en prend plein la tête du point de vue de la souffrance au travail. C'est pas la fonction publique territoriale où il y a le plus d'ouvriers. Mais la fonction publique d'État, les agents de l'État, en moyenne, ont 90 heures, un peu plus, supplémentaires par an, bien supérieures aux salariés du privé, ça n'a rien de commun. Quant aux durées des semaines, elles sont aux alentours globalement de 41 heures, et pour les salariés du privé, c'est moins. Donc, à regarder d'un peu près les rapports de la DARES, du ministère de la fonction publique, de l'INSEE, etc., on s'aperçoit que les idées toutes faites à l'endroit des fonctionnaires sont des idées toutes fausses. Il y a un autre stéréotype qui est largement colporté et que vous abordez dans le premier chapitre de votre livre, c'est celui du caractère obtus des fonctionnaires, c'est-à-dire en gros que c'est d'ailleurs contradictoire avec la définition que tu as donnée du fonctionnaire qui est celui qui peut dire non, mais souvent le fonctionnaire, on imagine que c'est celui qui est tellement inféodé en fait à sa fonction, voire à sa hiérarchie, que en gros il ne peut pas répondre en dehors du formulaire qu'il a à vous faire remplir, quoi. C'est-à-dire c'est un peu Kafka, quoi. C'est bah non, moi je suis au bureau K39, ben je ne peux pas, il faut que vous alliez au bureau F12 et puis après on vous envoie au bureau machin, et donc qu'il n'arrive pas en fait à bien gérer la fonction qui leur est pourtant allouée. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, à cette critique? Oui, c'est une caricature souvent entendue, mais qui, là aussi, cède le pas face à la réalité, parce que les fonctionnaires, d'ailleurs, sont souvent dans la dissidence par rapport aux formulaires ou par rapport aux règles, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les règles les empêcheraient de travailler. Bon. Et les fonctionnaires se débrouillent pour faire avec le peu qu'ils ont, désormais, et pour faire que ça tienne. Donc ça suppose de se débrouiller. Alors, dans le livre, par exemple, on cite le cas, ce qui est une folie du fantasme du contrôle total des managers,
le reporting, hein, c'est-à-dire reporter tous ces actes, toutes les aides qu'on donne, par exemple, sur des sortes d'algorithmes informatiques que, soi-disant, les managers étudieront. En réalité, personne ne les étudie. Donc, ça cannibalise le temps de travail effectif. Bien. Que font nombre de fonctionnaires? C'est qu'en réalité, ils remplissent cela à la va-vite pour se ménager des portes de sortie et pour pouvoir continuer d'aider. Hein. Parce que, globalement, on peut dire ce qu'on veut, les fonctionnaires et la civilisation du service public, c'est l'aide gratuite et la protection pour toutes et tous. Bien. Et le privé, c'est l'inverse. Et par là même une forme, bien sûr, de barbarie. Quant à la comparaison, j'invite quiconque fait cette comparaison à essayer de joindre main service du privé, où il va tomber sur une plateforme une plateforme quand il y a un numéro. Voilà, quand il y a un numéro, et sauf si on leur propose du fric, mais de gros contrats, là on les aura peut-être, mais autrement on ne risque pas de les avoir, surtout s'il s'agit de réclamer. Or, beaucoup de consommateurs sont en droit de réclamer. Donc, l'univers kafkaïen qui se calque sur la figure des fonctionnaires, à y regarder de près, c'est plutôt le privé. Nicolas Matizagit, il y a quelques années, avait publié un bouquin, je l'avais d'ailleurs invité sur le sujet, sur le New Management qui commençait à infuser la fonction publique. Je crois que c'était il y a 5 ans qu'il avait sorti son livre. J'imagine qu'aujourd'hui, ça a encore plus infusé toute la fonction publique. Est-ce que précisément, dans la façon dont s'organise cette fonction publique ou ces différentes fonctions publiques, il n'y a pas aussi un problème dans les hiérarchies qui sont imposées? Tu parlais du reporting, c'est-à-dire en fait toutes ces techniques qui sont issues du privé et notamment des cabinets de consulting dont vous parlez dans le dernier chapitre de votre ouvrage. Est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation finalement, une méprise sur ce que c'est que le rôle du service public quand on importe du privé toutes ces techniques qui sont excessivement délétères pour la qualité des missions que sont censés remplir les fonctionnaires? Oui, alors, de plus en plus maintenant, depuis 30 ans, c'est à peu près la même politique à l'endroit de la fonction publique. La même politique parce que ce sont les mêmes matrixés pareils dans les écoles du pouvoir, souvent conjugués à l'ESSEC ou à HEC ou à des business schools anglo-saxonnes, qui colonisent l'État. Pierre Bourdieu, à un moment donné, parlait de la noblesse d'État. Avec Julie Javet et Claire Lemercier, on propose désormais de nommer ceux qui colonisent les plus hauts postes dans l'État une noblesse managériale publique-privée, car ce qui la caractérise, c'est qu'elle va et vient dans sa carrière du public au privé. Un haut poste dans le public donnant accès à un plus haut poste dans le privé qui donne accès à un plus haut poste dans le public. C'est ainsi que les techniques, j'allais dire, les plus caricaturales, parce qu'il y a des techniques qui sont soft dans le management privé. Alors pas pour tout le monde, hein, mais allez voir les cadres de Google, c'est pas le même management que les caissières à Carrefour, Cora ou que sais-je. Hein. Bon, donc il y a 1000 sortes de management possibles, mais les pires caricatures de verticalité du management du secteur privé sont imposées par cette population. Hein. La noblesse managériale publique-privée sont imposées aux fonctionnaires. Ça repose sur leur technique repose sur 2 boussoles, pourrait-on dire. Il y a un premier mantra, c'est la rentabilité financière immédiate. Les services doivent dégager une rentabilité financière immédiate. Et la seconde injonction, c'est tu obéis. Tu fermes ta gueule et t'obéis. C'est-à-dire la caporalisation. La rentabilité financière immédiate, on en voit les effets.
Les effets, c'est par exemple le 11 décembre, là, dernier, le conseil d'administration du CHU de Nantes indique que le temps d'attente aux urgences est de 8h15. Bien. Je travaille et habite en Picardie, à Soissons, à Laon, on dépasse parfois les 9 heures. De sorte que c'est insupportable pour tout le monde. Bien. Mais aujourd'hui, le plus grave, parce qu'elle est traditionnelle, cette détestation par la noblesse managériale publique-privée des fonctionnaires, le plus grave, c'est que confluent 3 flots de haine à l'endroit des fonctionnaires. Cette détestation libérale dont je viens de parler. Mais en même temps, s'y ajoute une haine des fonctionnaires par un certain nombre de personnes de milieu populaire qui voient leur aide empêchée parce que les fonctionnaires sont empêchés d'agir. Ce qui est totalement neuf. Une troisième haine étant la haine des fonctionnaires pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour ceux qu'ils sont obligés de faire, pour ceux qu'ils sont interdits aussi d'effectuer, comme ils les effectuaient avant, ce qui provoque d'ailleurs une fuite d'un certain nombre de fonctionnaires hors de leur poste. Bien. Regardez par exemple, je sais pas, un professeur de sciences économiques et sociales, auparavant sa tâche était d'expliquer, et c'était riche, qu'il y avait plusieurs façons d'envisager l'économie, de voir le monde en réalité. Hein. Bon. Aujourd'hui, depuis la réforme des programmes, il n'y en a plus qu'une. La dictature de la pensée unique, libérale, qu'on enfouit dans la tête des jeunes gens. Est-ce que nombre de professeurs de sciences économiques et sociales s'étaient engagés là-dedans? Non. Je pense également à cette assistante sociale de secteur qui aidait, qui était heureuse d'aider, et y compris même d'ailleurs outrepassant ses tâches parfois, et qui s'en va maintenant. Parce que son temps de travail est justement cannibalisé par le reporting, qui ne sert à rien, qui s'en va pleurer aux toilettes tous les jours, qui n'en dort plus, qui n'en peut plus, parce qu'elle se fait insulter, et parfois ses limites physiques, par des gens qu'elle connaît depuis 15, 10 ans, et pour qui elle ne peut plus aider. Donc c'est insupportable. Voilà. Et le plus grave, c'est que les managers, aux managers intermédiaires, qui décident de ces réformes, souvent sont jugés par les recruteurs du privé ou du public pour leur capacité, leur compétence à effectuer, sitôt qu'ils arrivent, une réorganisation, fusion des services, comme si ça allait être une recette de performance. En réalité, ça désorganise, ça provoque des burn-out, mais surtout, s'ils parviennent à l'imposer, au bout de 2 ans, 3 ans tout au plus, ils partent ailleurs. Parce que c'est là le tempo d'une carrière réussie, autrement vous êtes un has-been si vous refaites du surplace. De sorte qu'ils ne voient jamais les effets de cette réorganisation qui tourne dans la quasi-totalité des cas au plus mal. La cécité des managers est la condition nécessaire de ce travail de réforme libérale de l'État. J'ai une dernière question, Willy, enfin une dernière partie à aborder avec toi, c'est la question des propositions, des alternatives en fait qui pourraient être faites, notamment par exemple sur la question du nombre des fonctionnaires, parce que vous l'abordez dans un sous-chapitre, parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent un grief qui est souvent émis à l'encontre des fonctionnaires, c'est qu'il y aurait trop de fonctionnaires. On ne sait pas pourquoi, mais c'est un truc qui se balade comme ça dans la tête des gens, dans la tête des politiques et dans la tête des commentateurs. Trop de fonctionnaires.
Est-ce que, et là, par exemple, dans la Cour des comptes, ils ont aussi dit, par exemple, récemment, il y a trop de fonctionnaires territoriaux. Vous vous rendez compte, depuis 2011, ils en ont embauché, la fonction territoriale a embauché 100 000 nouveaux fonctionnaires territoriaux. Ah, c'est horrible, il faut absolument réduire ce truc-là. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Est-ce qu'il y a effectivement trop de fonctionnaires? Ou plutôt, je vais nuancer ma question, est-ce qu'il n'y a pas trop de managers, en fait, de fonctionnaires? Parce que pour avoir été très souvent face à des libéraux qui me disaient qu'il y avait trop de fonctionnaires, quand je leur dis non, mais sur le terrain, vous comprenez, est-ce que, c'est d'ailleurs une question que vous posez, est-ce qu'il y a finalement il y a trop de médecins, trop d'infirmières, trop de policiers? Et là, ils ne peuvent pas répondre oui. Donc, ils me disent non, mais il y en a trop dans les services RH, il y a trop de N+1, N+2, N+3 et de gens qui ne servent absolument à rien. Est-ce que, dans une certaine mesure, c'est pas un peu vrai ce que racontent ces libéraux-là? C'est-à-dire qu'il y a trop de couches et de sous-couches et pas assez d'agents sur le terrain. Je ne le crois pas. D'abord, en effet, et on voit bien que fonctionnaire est un mot qui dissimule d'une certaine façon. Tu l'indiquais. Considère-t-on qu'on a trop d'infirmières, d'aides-soignantes, de professeurs dans des classes qui maintenant explosent, de médecins du travail? Il n'y en a plus. Mais plus. On pourrait dire extrêmement périphérique, je vous assure, et c'est d'ailleurs aussi des fonctionnaires, les forestiers, les égoutiers dont je parlais, mais notamment les forestiers et d'autres métiers de la fonction publique, l'effondrement de la médecine du travail, c'est extrêmement grave. Donc dès qu'on rentre, y a-t-il trop de policiers? Bon, certains pourraient considérer que peut-être il y en a trop. À mon sens, c'est un tort, parce que s'il y en avait plus, ils feraient moins d'heures, ils seraient moins à cran, et ils seraient mieux formés. Et y compris, on pourrait les mettre en contact, plutôt qu'ils ne les fantasment, avec tout un tas de jeunes qui le répriment parce qu'ils sont à cran, parce que aussi, il y a aussi des formes d'idéologie, de racisme systémique, mais ces gens sont à cran. Donc, sous ce rapport, mais ça ne répond pas à tes questions, je vais y répondre. Sous ce rapport, dès qu'on rentre dans le détail des métiers, on s'aperçoit bien sûr qu'il faut davantage de fonctionnaires. Mais alors, l'argument est déplacé sur l'administration administrante, disent-ils, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées, en back-office pourrait-on dire, de fluidifier le travail de ceux qui sont en front office. Bon. Nombre de ces fonctionnaires, secrétaires, etc., ont été supprimés, notamment à l'hôpital. Qui donc assure ces tâches désormais? Ce sont les infirmières ou les aides-soignantes, qui sont déjà absolument débordées. De la même façon, à l'université. Tout ceci est ridicule. Voilà. Parce qu'une tâche ne peut pas être plusieurs tâches. Et pour qu'elle soit simplement possible, il faut que derrière, oui, il y ait des gens qui organisent, qui fluidifient, qui... Bon, c'est une proposition totalement démagogique, qui trouve ses limites dans la réalité très vite d'ailleurs, et qui sert à faire monter la pression contre les fonctionnaires. Et le plus grave également, j'en parlais, c'est cette cécité à l'endroit, organisée à l'endroit des fonctionnaires. Mais regardons ce simple fait. Parce que tu parlais de Kasbarian tout de suite. Kasbarian n'est pas un modèle unique. Voilà quelqu'un qui s'en prend aux fonctionnaires durement et qui ne connaît rien du travail des fonctionnaires, ni même des fonctionnaires. Kasbarian, c'est l'ESSEC, école commerce, puis consulting privé, moniteur Deloitte, puis PMP Conseil. Mais ce n'est pas un modèle unique. Le prédécesseur, Stanislas Guérini, c'est HEC, Harvard Business School, et ensuite un cadre dirigeant d'Air Product, une filiale de la multinationale du gaz américaine. Et puis, on peut remonter encore plus loin, sans aller trop loin, Amélie de Montchalin, juste auparavant, c'est HEC, et ensuite également
du consulting, Boston Consulting Group. Voilà qui est chargé de s'attaquer en réalité aux fonctionnaires. Donc il faut que ça cesse. Le problème, c'est que ces gens ne s'arrêteront pas, ils sont matrixés pour ce job. Et donc il faut qu'on les arrête. Il, c'est qui? Il, c'est nécessairement nous, c'est-à-dire une alliance inédite, neuve, entre les syndicalistes qui savent au plus près ce qu'endurent les fonctionnaires, mais aussi des collectifs d'usagers. Il y en a eu plein, bien, notamment pour défendre les maternités de proximité qui ont été rayées de la carte. Et puis peut-être des équipes, d'universitaires qui par métier évaluent les dégâts. Alors ça, ce serait une évaluation sérieuse, non pas émanant de quelques consultants grassement rémunérés pour des rapports minuscules, mais une évaluation par en bas des vrais besoins de fonctionnaires, des vrais besoins de services publics qui aujourd'hui font défaut, car à un moment donné, il y avait un aménagement du territoire. Désormais, il y a non seulement un dépouillement, un déménagement, mais un désaménagement, pas simplement du territoire, mais de nos vies rendues possibles. J'ai une dernière question, Willy. Justement, est-ce que tu vois aujourd'hui à l'œuvre l'organisation ou le début de l'organisation d'une résistance du côté de cette fonction publique, du côté des fonctionnaires? Parce que là, tu me dis, ce serait bien si, on dirait que tu appelles de tes voeux quelque chose qui n'existe pas véritablement encore. Est-ce que tu en vois quand même les prémices ou pas du tout? Parce que moi, j'avoue que lorsque j'interviewe des syndicalistes de la fonction publique ou tout simplement des agents et des agentes de la fonction publique, je vois une grande lassitude et je vois un stress en fait vis-à-vis de ce qu'ils sont et vis-à-vis de ce qu'ils pourraient devenir. Je vois hélas pas beaucoup de combativité et d'horizon dans les voies et moyens qu'ils pourraient mettre à profit de leur lutte. À force de recevoir des coups de bâton, les gens sont d'abord en effet là et sous le choc. Mais la résistance, elle existe, je le disais, quotidiennement dans les dissidences, dans les 1000 dissidences qui permettent aux fonctionnaires d'effectuer leurs tâches et de tenir. Donc la résistance existe. Maintenant, j'appelle de mes voeux. Oui, très certainement, parce que chacun pour l'instant est dans son couloir. Chacun est dans son couloir de nage. Et chacun seul, côte à côte, juxtaposé, nous perdons. Nous perdons, nous reperdons, et nous perdons davantage. Est-ce que cela va pouvoir continuer longtemps, avec les effets cliquets à un moment donné que cela va provoquer? Parce que on évoque la confluence des trois flots de haine. Cela a des effets d'illégitimité pour les fonctionnaires et leurs fonctions, et leur travail, et leur statut. Bien. On a eu un massacre objectif des services publics. Les centres des impôts ont quasiment été rayés de la carte de ce pays. Or, ils étaient, moi je vois en Picardie, beaucoup de gens y allaient parce que remplir sur ordinateur sa feuille d'impôt, c'est pas évident pour tout le monde, vraiment pas en réalité. Bon. Or, beaucoup de gens maintenant ne la remplissent plus ou la remplissent mal, mais il faut savoir que si on remplit pas même si on paye pas d'impôt, hein, même si on remplit pas sa feuille d'impôt, eh bien, des aides sociales sautent. Lesquelles aides sociales permettaient à des gens qui ont une vie intenable de tenir à peu près. Bon. Donc on voit les conséquences. À partir de ce moment-là, il en va de notre responsabilité, j'allais dire historique, parce que les services publics ont été massacrés. Maintenant, leur légitimité est de plus en plus défaite, ce qui permettra bien évidemment de les massacrer davantage. Et le processus de renforcement circulaire va s'emballer, j'allais dire.
Donc, soit c'est tous ensemble, comme on disait il fut un temps, soit c'est chacun sa merde, dans un sauf-qui-peut général, mais dont il faut bien se rendre compte de l'effet. Et peut-être faut-il de noter la haine des fonctionnaires qui se développe, la rancœur, l'amertume dans les milieux populaires, alimente la grande colère des milieux populaires, qui ne sont non seulement jamais représentés, jamais entendus, mais dont les vies sont méprisées et l'avenir est empêché, où personne ne peut plus aider personne. Les enfants ne peuvent pas aider les parents, ni les grands-parents, et réciproquement. Où personne ne voit plus personne. Les entre-soi, notamment au monde rural pauvre, se sont effondrés partout. Bien. Cette grande colère se traduit dans les urnes par ce vote de vengeance sociale qui est, ici, le vote Le Pen ou Bardella. Ailleurs, sans doute, le vote Trump. Donc, que voulons-nous? Soit on se donne les moyens, quand il est temps encore, mais nous sommes dans un basculement historique, quand il est temps encore de résister, en cassant les frontières qui structurent, qui le champ syndical, associatif, en cassant ces frontières, soit le pire arrive. Bien, donc il ne reste plus qu'à espérer que nos luttes soient fécondes, nombreuses et puis à la fin victorieuses. Merci beaucoup, Willy. Merci.